Alors, l'ingénieur peut-il encore inventer l'avenir? Longtemps considéré comme allant de soi, l'idée d'un progrès qui serait à la fois technique et social se voit fréquemment contestée aujourd'hui. Les manifestations s'opposant à la construction de nouvelles infrastructures, tunnels, barrages ou encore aéroports se sont multipliées, tandis que les apôtres de la décroissance, particulièrement nombreux en France, prêchent pour l'abandon de pratiques techniques jugées dévastatrices pour l'environnement. Le consensus est bien sûr loin de régner sur ces questions. On n'a jamais extrait et consommé autant d'énergie fossile qu'aujourd'hui, tandis que les grands travaux de génie civil et de construction continuent à transformer la planète. La question du progrès technique et de son bien fondé n'en est pas moins posée. Et puisque depuis plus de 2 siècles, l'ingénieur s'est largement défini au travers de ce progrès, perçu comme porteur de changements sociaux bénéfiques, on est en droit de se demander si l'ingénieur peut encore inventer un avenir qui soit désirable, et si oui, à quelles conditions. L'ingénieur peut-il encore inventer un avenir désirable? Afin de tenter de répondre à cette interrogation, je vais vous proposer un parcours en plusieurs étapes. Alors, tout d'abord, un rapide historique concernant l'émergence et l'évolution de la figure de l'ingénieur. Il s'agira de comprendre comment celle-ci est progressivement devenue l'incarnation de ce progrès qui commençait à transformer les sociétés à l'aube de la révolution industrielle. Il est ensuite évident que le défi environnemental et climatique nous oblige à repenser les conditions de l'intervention technique, à la réorienter en d'autres termes. Il convient en particulier de réarticuler fortement ingénierie et prise en compte de la nature ou des éléments et des êtres non humains, si l'on veut absolument éviter d'employer le terme nature, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai dans cette conférence. Alors, le but n'est pas seulement de préserver un environnement indispensable à la survie des humains, mais aussi à leur rendre le cadre de vie beau et agréable. Et j'insisterai à ce propos sur les enjeux esthétiques qu'on a parfois tendance à faire passer au second plan, tant l'urgence environnementale se fait sentir. L'esthétique conditionne l'acceptabilité des techniques, une question devenue essentielle aujourd'hui. Pensons aux rejets dont font l'objet les énergies renouvelables comme l'éolien. En face de ma petite maison sur la côte normande, j'ai une énorme ferme éolienne maintenant. Et bon, vous savez tous les réactions que cela suscite. Alors, redéfinir le cadre et les objectifs de l'action de l'ingénieur ne peut toutefois s'opérer sans des réorientations plus profondes. Il faut en quelque sorte changer de logiciel ou encore d'épistémologie. Il convient en d'autres termes de repenser la technique elle-même et pas seulement la façon dont elle est mise en œuvre. Il me semble en particulier nécessaire de reconsidérer la notion d'optimum technique et les critères adoptés pour l'évaluer. Puis enfin, en lisant les documents que m'a fournis CETEC, oui, je lis quand même, en vue de préparer cette conférence, j'ai été frappé par la référence récurrente à la double identité d'ingénieur et de citoyen. Ingénieur et citoyen, cela renvoie pour moi à une dimension tout à fait fondamentale des changements nécessaires. Repenser le progrès ne peut s'effectuer sans faire évoluer également notre conception de ce qui nous lie, de ce que le philosophe Jean-Jacques Rousseau appelait le contrat social. Dans quelle société voulons-nous vivre? C'est de cela dont nous parle ultimement la notion d'ingénieur et citoyen. Alors, je vais commencer, ainsi que je l'ai annoncé, par un rapide rappel historique. Je l'ai beaucoup condensé parce que je pourrais évidemment y passer des heures, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là. La connexion, ce qu'il faut noter peut-être, c'est que la connexion entre l'ingénieur et la question du progrès ne s'est pas faite immédiatement. Et la façon dont elle s'opère est révélatrice d'un certain nombre d'éléments fondamentaux dans la compréhension de ce qui est aujourd'hui, il faut bien le dire, entré en crise. Alors, lorsqu'il apparaît à la Renaissance, l'ingénieur n'est pas associé à la notion d'un progrès généralisé des techniques et de la société. Il s'agit plutôt d'une figure d'artiste au double sens de technicien et de créateur. Le terme ingénieur renvoie d'ailleurs à deux significations révélatrices de ce qu'est au départ cette figure relativement nouvelle. Le mot ingénieur est apparenté à engin. L'ingénieur s'occupe de machines militaires, mais aussi civiles. Ici, vous avez une étude d'engrenage par l'ingénieur italien Tacolla. Le mot renvoie également au latin genius, génie, qui désigne une disposition naturelle à inventer. Disposition naturelle
l'ingénieur emprunte à la nature et à ses lois qu'il met au service de ses employeurs. Alors c'est une figure isolée au départ que l'ingénieur. Il est au service des puissants, des rois, des princes, des archevêques. C'est en général une figure de cour. Et il n'est pas au service de la société dans son ensemble. Ce n'est pas ce qui fonde la légitimité de l'ingénieur. Ce qui la fonde, c'est plutôt son inventivité qui s'étend à d'autres domaines que les machines, aux fortifications par exemple, une inventivité qui touche également souvent aux arts au sens moderne, ainsi qu'en témoigne l'exemple fameux de Léonard de Vinci, ici un dessin de Léonard, même s'il faut quand même le dire, Léonard reste exceptionnel par l'étendue de ses talents. Mais l'ingénieur, c'est quelqu'un qui touche finalement d'un côté aux sciences et aux humanités, de l'autre côté à ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les arts. Alors, je voudrais, sautons dans le temps. À partir du XVIIe siècle, les ingénieurs deviennent plus nombreux, notamment dans les grands États territoriaux qui se constituent, comme la France, comme l'Espagne, etc. Et leurs activités prennent de l'ampleur. Ils s'occupent toujours de machines, mais aussi d'infrastructures, fortifications, je l'ai déjà mentionné, mais aussi progressivement les routes, les ponts, les canaux, etc. Alors l'étape véritablement décisive dans le thème qui nous occupe aujourd'hui, c'est en fait le XVIIIe siècle, cette période qu'on appelle souvent les Lumières, parce que c'est la période qui voit tout d'abord les ingénieurs s'organiser en professions. Au lieu de figures isolées, ça devient des professions, des professions qui prennent des allures différentes selon les pays. Avec, très grosso modo, je simplifie, on pourrait y passer des heures, l'émergence de deux modèles, un ingénieur qui dépend de l'État en France, à un ingénieur qui travaille dans un cadre surtout privé en Angleterre. En France, des corps se créent, corps du génie, ou encore corps des ponts et chaussées, ou des mines, tandis que les ingénieurs anglais créent des associations professionnelles. Et ici, vous avez un ingénieur des ponts et chaussées surveillant la construction d'une route. Et je crois que par-delà les différences, alors ces différences vont subsister un certain temps. Les pays anglo-saxons auront plutôt en général des ingénieurs civils, des pays qui imitent le modèle français plutôt des ingénieurs d'État, comme par exemple la Russie ou l'Espagne. Mais par-delà ces différences, le plus important est que ces ingénieurs se définissent désormais comme au service de la marche en avant de la société vers davantage d'aisance matérielle. Et j'ai parlé d'aisance matérielle, un tel processus est censé posséder une dimension civilisatrice plus générale. Ainsi naît progressivement la notion d'un progrès qui est à la fois technique et social, auquel l'ingénieur se veut associer. On pourrait dire que le coup que réussissent les ingénieurs au cours de la seconde moitié du XVIIIe, début XIXe, c'est d'apparaître comme, je dirais, la profession du progrès. Par opposition, par exemple, aux architectes et à d'autres professions. Alors, deux dimensions vont bientôt venir qualifier plus avant ce progrès. La première, c'est la connexion avec les sciences, qui est principalement d'ailleurs au départ l'œuvre des ingénieurs français qui se dotent d'écoles assez tôt, comme l'école des ponts et chaussées en 1747, ou encore l'école polytechnique en 1794, école où on se préoccupe d'articuler les techniques avec les sciences. Cette articulation n'allait pas de soi auparavant. Et bon, il faut noter d'ailleurs que l'ingénierie allemande prendra ensuite la relève au XIXe siècle en articulant plus fortement encore ingénierie et sciences au moyen du développement de la recherche. Alors la seconde de ces dimensions réside dans le lien avec l'industrie et qui est principalement le fait des ingénieurs anglais, ne serait-ce que parce que la révolution industrielle, elle démarre en Angleterre. Alors, sautons là aussi dans le temps, à la fin du XIXe ou début du XXe siècle, ce lien donnera naissance à la figure de l'ingénieur organisateur au travers de trajectoires comme celle de Frederick Winslow Taylor, l'invention du taylorisme, pardon, ça c'était l'école polytechnique, j'ai un peu de retard, et ici juste une des fiches de Taylor concernant la rationalisation des opérations manufacturières. Alors le rapport à l'espace et aux ressources naturelles se transforme. On passe progressivement d'un ingénieur aux ambitions limitées à un ingénieur animé d'un projet de transformation globale des territoires et même de la planète. Là aussi, c'est relativement nouveau. Un ingénieur au XVIIe ne se propose pas de changer le monde. Un ingénieur, à la fin du XVIIIe siècle, est conscient que son action, même limitée, s'inscrit dans un programme général de transformation du monde. Et juste
comme symbole de ça, cette carte d'un territoire imaginaire. Les élèves des ponts, on leur demande à partir d'un certain moment d'imaginer un territoire idéal, quadrillé par les infrastructures, qui ressemblerait à une sorte de vaste jardin. Et en fait, dans le programme idéologique des ingénieurs, il y a cette idée finalement de conquête de la nature, etc. Cette évolution, d'ailleurs, se traduit au même moment par le projet d'exploiter beaucoup plus avant qu'autrefois les ressources naturelles. Et ce n'est pas une coïncidence si à la fin du XVIIIe siècle, l'extraction du charbon s'intensifie, par exemple, en Angleterre. D'où une question que se sont posées pas mal d'historiens, à savoir, est-ce que l'Anthropocène a débuté dans les années 1950, comme on le considère généralement, ou est-ce qu'en fait, il faut le faire remonter beaucoup plus tôt, à cette période de transition où s'esquissent un certain nombre de pratiques et d'attitudes dont on mesure aujourd'hui les limites. Une chose est sûre, l'ingénieur au sens moderne qui naît à cette époque fait aujourd'hui l'objet de critiques. Alors, petite chose à noter quand même, cet ingénieur est pendant longtemps presque exclusivement masculin. Et comme vous le savez, la féminisation des études d'ingénieur est toujours balbutiante par rapport à d'autres professions et a tendance à stagner un peu partout dans le monde. Un ingénieur qui se veut engager dans une lutte héroïque contre les éléments naturels afin d'aménager la planète, d'où le caractère sublime que revêtent fréquemment ces ouvrages, ainsi que leur construction, comme ici la construction du viaduc du Vior dans le sud de la France. Même si la nature constitue souvent l'une des sources d'inspiration des ingénieurs, lorsqu'il s'agit par exemple de concevoir des structures audacieuses, elle leur apparaît le plus souvent comme un ensemble de ressources dans lequel il est permis de puiser sans limite. Alors je ne fais pas partie des critiques du progrès, mais le progrès que vont incarner les ingénieurs va tout de même apporter de nombreux bénéfices dont il semble difficile de se passer aujourd'hui. Faut-il non seulement renoncer définitivement à être moderne, comme nous y incitent de nombreux penseurs contemporains, mais aussi renoncer à un avenir qui porterait la marque du progrès technique? Comment réorienter l'action de l'ingénieur afin que celle-ci puisse continuer à écrire un avenir désirable? Je crois que partout dans le monde, c'est une question que se posent les programmes de formation des ingénieurs et bien sûr des entreprises d'ingénierie. J'ai lu donc que CETEC se préoccupe beaucoup de ces questions, d'un défi qu'il est devenu urgent de relever. Alors, un certain nombre de pistes sont d'ores et déjà explorées, comme le souci de se montrer économe en matériaux. Je ne vais pas vous faire une leçon là-dessus, bien évidemment, et en énergie, afin de diminuer l'empreinte carbone des projets. Les ingénieurs constructeurs et aménageurs sont devenus conscients des problèmes spécifiques que posent à ce propos des matériaux comme le béton, même si des possibilités se profilent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dont s'accompagne son usage. Alors, je fais partie des gens, aujourd'hui, il ne se passe pas de semaine sans qu'il y ait des articles dénonçant le béton un peu partout dans le monde. Je fais partie plutôt des gens qui pensent qu'on ne peut pas se passer du béton, mais que son emploi doit bien évidemment s'opérer de manière plus sélective qu'autrefois, de la même façon qu'il convient d'employer davantage de matériaux biosourcés, etc., etc. Alors, plus important peut-être, la nécessité de se reconnecter à la nature, de ne plus penser l'ingénierie comme créatrice d'objets et d'aménagements conçus comme de purs artefacts. Et il convient, de ce point de vue, c'est un passage pour animal, mais il convient à cet égard d'aller beaucoup plus loin que les échelles à poissons et autres passages pour animaux, et de concevoir les ouvrages comme des hybrides de technologie et de nature, ou encore comme les éléments d'écologie complexe, associant étroitement êtres et milieux naturels et artifices humains. Cette évolution nécessite de nouveaux savoirs. Ceux-ci ont commencé à s'esquisser avec le développement de disciplines comme le génie écologique, mais j'y reviendrai bientôt. Il s'agit d'un changement de perspective qui implique bien d'autres transformations. Ce changement implique notamment de se poser des questions souvent difficiles, comme quand ne pas construire, alors que construire semblait auparavant toujours une bonne chose. Un ingénieur du XVIIIe siècle est toujours prêt à construire, et ses successeurs également. Aujourd'hui, la question de quand ne pas construire se pose de plus en plus, elle se pose aussi aux architectes. Ce n'est pas une interrogation évidente pour une profession qui s'est longtemps définie comme prioritairement tournée vers l'action. Pour le dire autrement, comment introduire une dimension plus réflexive, voire même contemplative dans l'ingénierie? Alors, il convient évidemment d'éviter les oppositions souvent simplistes
comme celle entre high-tech et low-tech, à laquelle on essaye fréquemment de réduire les décisions à prendre. Les choses sont souvent plus complexes en pratique, de l'usage des matériaux au programme de génie civil et de construction. Pour prendre un exemple que vous connaissez tous, bien sûr, les tours soulèvent de nombreux problèmes, mais il y a des techniques qui permettent de les rendre moins énergivores, de la conception de leur structure à l'emploi de turbines et autres dispositifs permettant de couvrir une partie ou même la totalité de leur consommation en électricité. Dans le même ordre d'idées, plutôt que d'opposer le global au local et de condamner le premier au nom du second, ou au contraire de refuser de remettre en question les pratiques existantes, il convient de raisonner en termes d'une négociation qui porterait sur le nécessaire raccourcissement des chaînes logistiques et sur la simplification des produits techniques. Et là, j'ai été beaucoup marqué par le livre de l'ingénieur et économiste Pierre Wells, et dans son ouvrage de 2022, Bifurcation, réinventer la société industrielle, Pierre note à juste titre que nos circuits d'approvisionnement et de transformation sont souvent beaucoup trop longs et nos objets techniques trop complexes, à commencer par nos smartphones. Tout cela nécessite finalement, vous l'aurez compris, je suis un partisan de la nuance et du compromis, qui me semble aujourd'hui à réinventer tant la multiplication des déclarations fracassantes et des prises de position non négociables, tant parfois à empêcher tout débat. Il est vrai que traditionnellement, dans leur désir de faire fonctionner les choses de manière optimale, à la façon de machines bien huilées, les ingénieurs ne se caractérisaient pas toujours par leur sens de la négociation. Ça demeure d'ailleurs aujourd'hui quand même encore une des faiblesses, souvent dans les formations d'ingénieurs. Cet ensemble de changements nécessite de s'inscrire différemment dans le temps. Depuis le XVIIIe siècle au moins, l'ingénieur se caractérisait par une attention portée au processus de construction, attention qui le différenciait de l'architecte, davantage focalisé sur l'objet bâti. Ici, par exemple, les étapes de la construction du pont de Neuilly par l'ingénieur Jean-Rodolphe Perronnet, le fondateur de l'école des ponts dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Architectes et ingénieurs doivent désormais, c'est bien connu, prendre en compte des processus et des temporalités autrement plus étendues et complexes qui vont de l'extraction des matériaux au recyclage final des éléments des constructions, en passant par la question de leur cycle de vie. Alors les aménageurs et les bâtisseurs sont d'autre part confrontés, plus que d'autres, à l'un des paradoxes de notre époque qui veut que beaucoup des décisions que nous prenions engagent des temps qui se mesurent souvent en décennies et en siècles, et qu'il soit simultanément difficile de se décoller du présent. On sait par exemple qu'il faudra plusieurs siècles, dans le meilleur des cas, si on arrive à maîtriser à peu près les émissions de gaz à effet de serre, il faudra plusieurs siècles pour que la planète revienne à son état initial. Les perturbations du climat sont à des échelles qui ne sont pas nos échelles de temps habituelles. Et évidemment, ça complique les problèmes. Mais simultanément, nous éprouvons d'extrêmes difficultés aujourd'hui à nous placer dans une perspective à moyen et long terme, comme si notre sens historique était en panne, ce qui a permis à l'historien François Hartog de parler du présentisme de notre époque dans son essai sur les régimes d'historicité. Alors, comment réinventer finalement une perception de la trajectoire de l'humanité qui ne soit pas amnésique et surtout qui nous permette à nouveau de nous projeter dans l'avenir? Pour l'instant, il semblerait que l'avenir soit très souvent une espèce d'Armageddon, d'apocalypse vers 2100. Comment réinventer un avenir viable est une des questions qui est posée. Comment réinventer un progrès qui prenne en compte l'urgence climatique? C'est évidemment une question qui concerne tout particulièrement les ingénieurs qui continuent, qu'on le veuille ou non, à poser des jalons en direction du futur, sans d'ailleurs toujours très bien se représenter, pas plus que le reste de la société, ce que sera ce futur. Alors, cette absence de lisibilité a bien sûr à voir avec un monde devenu plus instable que par le passé sous l'effet du changement climatique. Pendant longtemps, les projets de l'ingénieur partaient de l'hypothèse d'un monde prévisible où l'avenir pouvait faire figure d'extrapolation des conditions du présent. La crise environnementale nous met au défi de maintenir des capacités d'anticipation au contact de phénomènes de plus en plus fluctuants, voire chaotiques. Comment penser à la fois sur le moyen et long terme et se préparer à des événements difficilement prévisibles? Le temps de l'ingénierie a perdu une partie de sa lisibilité. Alors, outre sa contribution au calcul des ouvrages et à la modélisation de leur fonctionnement et de leurs effets, le numérique peut contribuer à redonner une lisibilité à ces temporalités si complexes
qu'elle semble défier la compréhension ordinaire. Et là encore, il est probablement utile de prendre le contre-pied de multiples positions simplistes. Oui, le numérique consomme beaucoup d'énergie et la croissance de son empreinte carbone est pour le moins préoccupante, mais cela devrait conduire à des usages plus frugaux des outils qu'il offre, plutôt qu'à son rejet pur et simple, prôné par certains au nom de l'avènement d'un monde d'après résolument low-tech. Alors j'ai évoqué la nécessité de se reconnecter avec la nature, à côté du rôle qu'il joue dans le monitoring des ouvrages de génie civil et de construction. Le numérique est d'ores et déjà utilisé afin de gérer des ressources naturelles, ressources en eau, arbres dans les villes, populations animales. Alors, il n'est tout de même pas réaliste de vouloir imiter Singapour, qui a modélisé aux éléments finis à peu près tous les grands arbres le long de ses voies rapides pour essayer de prévenir. C'est d'ailleurs très typique de la mondialisation. C'est des Indiens qui se sont occupés, main-d'œuvre moins chère, de la modélisation de ce truc, pour essayer de prévoir les chutes de branches importantes et éviter les accidents. Bon, je crois que ça, c'est probablement un peu extrême, comme beaucoup de choses à Singapour. Mais enfin, un peu partout dans le monde, les arbres sont gérés avec des bases de données, voire avec de l'Internet des objets. Tout ça pour en arriver, encore une fois, au fait qu'en matière de numérique, il faut passer des compromis, et ceci vaut tout particulièrement pour l'intelligence artificielle, extrêmement gourmande en énergie, en même temps qu'elle vient intensifier, on le sait, des défis, comme quelque chose, je crois, qui se pose déjà, comme l'équilibre à ménager entre l'usage des outils numériques et la nécessité de continuer à entretenir l'intuition des ingénieurs. En effet, ceux-ci ne sauraient s'en remettre entièrement à la machine pour prendre des décisions. Quel équilibre trouver entre modélisation et intuition, et bientôt entre les décisions que suggéreront les machines devenues intelligentes, un qualificatif à prendre bien sûr avec précaution, et les inclinations spontanées des concepteurs qui les utilisent. Les écologies finalement auxquelles doivent s'intégrer les ingénieurs et leurs ouvrages ne comprennent pas seulement des éléments et des êtres naturels, ils sont de plus en plus peuplés d'algorithmes. Alors je voudrais enfin terminer ce tour d'horizon des réorientations à opérer en évoquant la dimension esthétique de l'action de l'ingénieur. Jusqu'au XVIIIe siècle au moins, celle-ci allait de soi, ne serait-ce que parce que l'ingénieur demeurait proche parent de l'architecte, qui partageait avec lui une culture des formes et de leur insertion harmonieuse dans le paysage. Cette évidence s'est trouvée par la suite remise en cause par un progrès technique qui permettait de s'affranchir des données du site. Ça a conduit dans de nombreux cas à une laideur technique, ou du moins à un chaos visuel. C'est assez beau, mais c'est tout de même chaotique, cette image, que n'ont compensé qu'en partie les exemples réussis d'infrastructures et d'ouvrages s'intégrant à leur environnement ou capables de le sublimer et de lui donner du même coup une valeur nouvelle. Alors, longtemps considéré comme une dimension tout de même secondaire de l'ingénierie, l'esthétique est appelée à jouer un rôle beaucoup plus important. Et là, il y a du boulot à faire chez les ingénieurs. Je suis désolé de devoir vous le dire. La mission de l'ingénieur ne consiste pas seulement à rendre la planète toujours vivable, malgré le changement climatique, il doit aussi la rendre belle et agréable. Les deux aspects sont en réalité inséparables, car l'esthétique conditionne fréquemment l'acceptabilité des techniques, une acceptabilité que la remise en cause de la notion de progrès a rendue plus problématique d'autrefois. Et ça vaut particulièrement pour les énergies renouvelables, dont l'impact sur les territoires et les paysages ne va faire que se renforcer et qui rencontrent fréquemment, de ce point de vue, de fortes oppositions. Alors, il n'est pas question pour autant de s'imaginer revenir à un état des choses antérieur à l'Anthropocène. L'un des défis qui attendent les ingénieurs, mais aussi les architectes, les urbanistes, les paysagistes, qui cherchent à renouer avec le soin apporté au cadre dans lequel nous vivons, en lui redonnant une qualité esthétique, consiste à reconnaître le caractère irréversible de certains des dommages infligés à l'environnement. Alors, je prends toujours comme exemple de ça, un exemple que vous devez connaître, le parc de Fresh Kills à New York, dont l'aménagement entamé en 2008 se poursuit aujourd'hui, est assez emblématique de cette situation. Il est implanté sur l'une des plus importantes décharges publiques au monde. Ça a été la décharge urbaine la plus importante du monde. Et c'est donc un parc qui est sur des mètres cubes et des mètres cubes d'ordures. Alors, évidemment, les ordures n'ont pas disparu, elles sont toujours là.
elles ont été recouvertes par une série de couches techniques destinées à les isoler de la terre et des plantations situées au-dessus. Ça n'a pas empêché finalement de créer, c'est à nouveau des zones naturelles, etc. Mais il faut quand même continuer à évacuer les gaz qui se forment avec la décomposition des ordures. Donc on est dans un univers extrêmement étrange finalement, dans lequel vous avez des zones rendues à la nature qui cohabitent avec des installations techniques. Alors les enseignements de cet aménagement ne sont pas difficiles à tirer. Nous allons vivre sur une planète irrémédiablement polluée. Cela ne doit pas empêcher de chercher à l'aménager le plus harmonieusement possible. Mais il faut commencer par accepter les implications de cette situation. Et beaucoup d'anthropologues influents, je citerai par exemple aux États-Unis Donna Haraway ou Anat Singh, ont essayé de théoriser finalement un peu ce qui se passe. Haraway parle de la nécessité de rester au contact des problèmes, ils ne vont pas disparaître, au lieu de chercher à les nier, tandis que la seconde, Anat Singh, s'intéresse au potentiel d'évolution créatrice que conserve un monde contaminé. Dans un tel contexte, on retrouve encore une fois la nécessité de négocier. Ces choses peu gaies, j'en viens à présent à un ensemble de dimensions à caractère plus épistémologique. Parce que réorienter l'action de l'ingénieur s'avère indispensable de questions concernant la manière dont on doit peut-être approcher la technique. Des questions qui ne sont pas sans rapport, on le verra, avec des interrogations qui touchent la formation des ingénieurs. Alors avant de parler de technique, peut-être un mot quand même sur la nature. On est à un moment un peu paradoxal. D'un côté, vous ne pouvez pas ouvrir un journal sans qu'on parle de la nature. Et puis d'un autre côté, vous avez toute une série de gens tout à fait doctes et savants, comme par exemple le philosophe Timothy Morton et d'autres, Bruno Latour ou l'anthropologue Philippe Descola, qui vous dit voilà, c'est très mal de parler de nature, il faut plutôt parler du non-humain parce que la nature, c'est réifier à un monde qui est beaucoup plus complexe, etc., etc. Alors, comme j'aime pas trop me départir quand même du vocabulaire courant, je vais continuer à utiliser le terme, ne serait-ce qu'encore une fois parce que tout le monde l'utilise, mais il faut éviter de s'enfermer dans un discours qui n'est pas forcément compréhensible. Il y a une espèce d'écart entre les sciences sociales aujourd'hui et le grand public qui est quand même assez frappant. Et il faut peut-être en retenir l'impératif de ne pas chosifier la nature, de ne pas la considérer comme une simple ressource, ce qui est facile à dire, mais qui est plus difficile à faire. Alors, c'est ce qu'a longtemps fait la technique. Et je viens de parler, alors à ce propos d'ailleurs, ça c'est à nouveau l'historien qui repointe le bout de son nez, ça nous paraît naturel de parler de la technique, d'englober dans un même regard toutes les activités productrices et transformatrices des hommes. C'est un usage fréquent, mais il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, et à nouveau jusqu'au XVIIIe siècle, on voit plutôt la diversité des arts et métiers que leur qualité sous-jacente. Et c'est vraiment au XVIIIe siècle que naît, d'ailleurs en même temps que la figure moderne de l'ingénieur, l'idée qu'on peut parler de la technique. Alors il y a un certain nombre de choses qui en témoignent. L'encyclopédie, par exemple, la description des arts et métiers de Diderot se veut en fait un regard englobant. Et puis vous avez moins connu du grand public, un Allemand, Johann Beckmann, qui publie en 1777 une introduction à une discipline qu'il entend fonder et qu'il appelle la technologie, qui est en fait un discours savant sur l'ensemble des techniques et leurs relations mutuelles. Alors ça a l'air de rien, mais ça fonde finalement la possibilité aussi d'un ingénieur qui peut vous parler des techniques dans leur ensemble, même s'il n'en maîtrise qu'un des secteurs. Et on va retrouver ce type de vision très vite, par exemple à l'école polytechnique, dans laquelle vous avez cette espèce de vision un peu systémique. Alors j'insiste là-dessus parce que ce qui va se mettre en place, c'est l'idée finalement que la technique, c'est un système qui relie des ressources passives, plutôt naturelles, à différents procédés, machines, outils, etc. Et on peut décrire finalement les éléments, les fonctionnements systémiques, les boucles de rétroaction entre ces différentes composantes. Alors, les historiens vont s'enfoncer aussi, je dirais, dans cette brèche. Et par exemple, on va décrire la première révolution industrielle comme les interactions entre le fer, le charbon et la vapeur. Les machines à vapeur sont en fer, elles brûlent du charbon. Les machines à vapeur permettent de pomper l'eau dans les mines, etc., etc. Et on va retrouver leurs applications dans le textile, etc. Alors, une telle vision est-elle encore pertinente si on se refuse à réduire la nature à un ensemble de ressources passives, le fer, le charbon, etc. Et surtout si on prête attention à l'hybridation croissante entre le naturel et l'artificiel. Et peut-être qu'au lieu d'envisager la technique comme un système articulant des facteurs en nombre limité,
Il convient de prendre la pleine mesure de la manière dont elle se ramifie pour ne plus faire qu'un avec le monde qui nous entoure. Et plutôt que comme un système d'inspiration fondamentalement mécanique, il faut la penser en termes d'écosystème et d'environnement. La technique et l'environnement sont devenus inséparables. Et là, pour une fois, les spécialistes des sciences sociales ont forgé un mot que je trouve assez utile lorsqu'ils parlent de techno-nature. On ne vit plus dans la nature, on ne vit plus non seulement dans la technique, on vit dans un monde dans lequel il est souvent très très difficile de départager l'artifice et le naturel, etc. Et finalement, Freshkills est assez typique de ce monde dans lequel nous vivons. Alors, une telle évolution, ça peut paraître très philosophique, mais ça a des conséquences tout à fait concrètes. En termes de formation des ingénieurs, il est quand même très très frappant que la plupart des formations d'ingénieurs, pas toutes, il y a des gens qui s'occupent des eaux et des forêts, etc., mais la plupart sont d'inspiration mécaniste ou physico-mathématique, etc. Ça reste largement dominant. Alors, il ne s'agit pas d'abandonner purement et simplement les mathématiques, la mécanique et la physique, mais comment on peut apprendre aussi les rudiments des sciences de la vie et surtout l'articulation entre les deux dans les écoles d'ingénieurs, c'est un défi qui n'est pas facile de relever. Et je noterai d'ailleurs ironiquement au passage, vers la fin de ma carrière, j'ai été baptisé ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Je ne connais vraiment rien aux forêts. Et alors qu'on a hybridé, on a réuni le corps des ponts et le corps des eaux et forêts, mais les gens des ponts et chaussées continuent à faire de la mécanique, tandis que les autres regardent les coupes de bois. Et je dirais, les deux mondes ne communiquent toujours aussi difficilement. Alors, une telle évolution présente bien d'autres conséquences. Elle conduit notamment à prendre ses distances à l'égard des critères traditionnels d'évaluation des effets, des projets et des réalisations techniques. Il faut à ce propos critiquer la recherche de l'efficacité, cette valeur cardinale de l'ingénierie et les processus d'optimisation qu'on utilise la plupart du temps pour guider les décisions des ingénieurs et de leurs commanditaires. L'efficacité ne peut plus consister uniquement à fluidifier les process et à augmenter la production au mépris de toute autre considération. Elle doit à présent composer avec d'autres valeurs et modalités d'action. Et là, je voudrais citer un essai paru récemment qui m'a beaucoup énervé, mais qui est parce que le gars est un décroationniste, enfin, etc. Mais en même temps, il y a deux, trois idées pas idiotes, notamment l'idée de dire finalement la caractéristique du vivant, c'est pas l'efficacité, c'est la robustesse. Et la robustesse est une question de redondance sans fin. Et du coup, peut-être qu'il faut penser différemment les ouvrages d'ingénierie, surtout dans un monde fluctuant et de plus en plus fluctuant, plutôt en termes de robustesse que d'optimisation traditionnelle. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas seulement les cadres de la formation à repenser, mais il y a beaucoup de choses très très concrètes auxquelles il faut réfléchir. Je formulerai quant à moi, et pour terminer cette section, une dernière hypothèse, celle d'une rationalité technique qui va de plus en plus devoir se structurer autour d'une pensée de l'événement, au lieu de la pensée des flux caractéristiques d'un monde industriel plus traditionnel. Je dirais, on va rentrer dans un monde dans lequel il se passe toujours quelque chose et pas forcément quelque chose de désirable. Et il va falloir finalement, je dirais, au lieu de réfléchir au processus d'optimisation traditionnel, plutôt réfléchir en termes de réactivité, d'adaptabilité à toutes ces choses imprévues qui risquent de se produire. Alors, une chose est sûre, en tout cas, la réorientation de l'ingénierie est encore une fois inséparable d'un ensemble de transformations à caractère épistémologique. Et puis, je voudrais terminer par quelques réflexions sur les dimensions sociales et politiques de l'action de l'ingénieur, et notamment ce qui m'a été dicté par aussi, bon, c'était des choses auxquelles je réfléchissais par ailleurs, mais les notions d'ingénieur et de citoyen, etc. Parler de citoyen, ça ne peut se faire qu'en référence à la société et ce qui unit ses membres. D'où ce terme de contrat social que j'emprunte à ce cher Jean-Jacques Rousseau, qui a signé un ouvrage éponyme du contrat social. Alors, il est clair que nous sommes aujourd'hui confrontés à des projets pour le moins contradictoires et que la place accordée à la nature se situe au cœur de ces contradictions. D'un côté, certains, et ils sont nombreux, voudraient que tout continue comme avant, à commencer par l'exploitation sans borne des ressources de la planète. Vous pouvez acheter ça sur Amazon US, si vous voulez manifester dans cette direction-là. Mais en même temps, se font jour d'autres façons de penser qui mettent l'accent sur la nécessité de respecter la nature, ou ce que l'on qualifie encore une fois parfois de non-humain, si vraiment on ne veut pas utiliser le terme nature. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est très beau, mais reste à savoir comment faire.
Alors, dans son livre Politique de la nature, le philosophe et sociologue Bruno Latour avait suggéré que l'on cherche à donner une voix aux éléments et aux êtres non humains, d'où son idée d'un parlement des choses, où ces derniers seraient représentés aux côtés des humains. Alors bon, c'est un peu rigolo, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'il y a pas mal de mouvements aujourd'hui environnementaux qui s'inscrivent dans cette dynamique, essayent de donner une voix aux fleuves, aux forêts, aux montagnes, et puis aussi aux espèces menacées. Les parlements de l'eau, finalement, ont aussi des rapports qu'on connaît chez nous. Ils ont un rapport avec cette question-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que faire société aujourd'hui passe par une place plus grande accordée à la nature, au corps au non-humain, non pas comme un ensemble passif de ressources, mais comme quelque chose qui nous lie, ne serait-ce que parce que notre survie en dépend. Pas de société humaine sans nature, c'est ce que l'Anthropocène nous fait mesurer jour après jour. Et pour moi, c'est d'ailleurs, finalement, je ne fais pas partie des gens qui pensent que l'agriculture urbaine va se substituer à l'agriculture tout court, mais l'agriculture urbaine, elle nous dit quelque chose d'assez essentiel sur certains désirs aujourd'hui de faire société au travers d'un contact renouvelé avec la nature. Alors, il ne faut pas pour autant idéaliser ces liens avec la nature. La nature reste pleine de choses ennuyeuses, voire parfois mortelles, et des fois l'angélisme aujourd'hui, l'irénisme des environnementalistes m'agace un peu. Il y a un livre que j'adore de ce point de vue, qui est assez nuancé, In the Wake of Crows, qui a été traduit en français, mais je n'ai pas la traduction française. C'est un bouquin sur les corvidés, les corbeaux, les corneilles, etc., qui explique assez longuement que c'est des oiseaux extrêmement intelligents qui se sont très bien adaptés aux villes, etc. Du coup, il y en a de plus en plus dans les villes, et que on peut aimer les corbeaux, mais qu'en même temps, ils sont quand même par moments assez pénibles. Ils font du bruit, et par exemple à Tokyo, ils ravagent les installations de fibre optique, ou encore, ça c'est un nid sur la droite, c'est un nid de corbeaux, où l'oiseau a récupéré des cintres. Donc, vous voyez, bon, c'est des oiseaux quand même assez pillards sur les bords. Donc, il faut apprendre à vivre avec des contraintes quand même, avec toute une série de... Aux États-Unis, par exemple, les ratons laveurs sont une engeance. Et il y en a bien, et il y a bien d'autres encore, choses comme ça. Être citoyen au travers de la coexistence réussie avec les éléments et les nôtres non humains, c'est pas simple, mais ça présente néanmoins des conséquences, dont certaines concernent directement les ingénieurs. En première chose, depuis les débuts de l'ère industrielle, les ingénieurs ont eu tendance, si on leur disait décrivez-moi la société idéale, ils avaient tendance à imaginer un truc qui fonctionnerait comme une machine bien huilée ou une usine bien gérée, etc. Rêve qui s'est souvent exprimé au travers de la participation de nombreux ingénieurs à des mouvements utopiques. Tu as mentionné que j'avais étudié le saint-simonisme, ça c'est un petit costume saint-simonien, c'est un mouvement d'ingénieurs du début du 19e siècle qui a jeté les bases de beaucoup d'aspects de la modernité technique en France et en Europe, mais qui rêvait d'une société qui fonctionnerait finalement comme une machine. À la charnière des 19e et du 20e siècle, le taylorisme a repris un peu ce rêve. Et il est bon de se rappeler que le taylorisme a été fondamentalement un mouvement d'ingénieurs. Alors, tout à ce rêve de perfection, les ingénieurs ne se caractérisaient pas par leur sens de la négociation et du compromis, voire de la concertation. Ce n'était pas leur fort. D'où d'ailleurs leur rôle, si on veut sauter plus avant, dans les années 30, le terme technocratie, on ne le sait pas toujours, mais en fait, ça vient de l'américain. C'est un mouvement qui s'appelait Technocracy dans les années 1920-1930, qui était un mouvement d'ingénieurs qui voulait substituer au côté merdique de la politique la gestion rationnelle des choses par ceux qui savent, dont les ingénieurs. Bon, on sait ce qu'il advient en général de ce genre d'idée qui a parcouru toute l'histoire des ingénieurs. Alors, il faut quand même peut-être aujourd'hui qu'enfin, au terme de 2 siècles quasiment d'histoire, les ingénieurs réalisent que les sociétés n'ont jamais fonctionné et ne fonctionneront probablement jamais comme des machines ou des usines bien réglées. D'où d'ailleurs la nécessité de faire face aux mouvements sociaux. Et ce décalage entre les rêves de perfection et la réalité va s'accentuer encore à l'ère de l'Anthropocène, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans une période où ça s'accentue beaucoup. Non seulement d'ailleurs à cause des humains, mais aussi parce que les éléments et les êtres non humains ne fonctionnent pas non plus comme des machines. En d'autres termes, la nécessité de la concertation, de la négociation et du compromis n'a jamais été aussi grande, aussi bien avec les humains que les non-humains. Être ingénieur et citoyen, c'est se montrer capable de dialoguer avec un nombre croissant d'acteurs, au lieu d'adopter une position de sachant, convaincu d'avoir toujours raison. Alors d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est quand on cherche sur Google ingénieur dialogue ou ingénieur concertation, etc., on ne trouve pratiquement pas d'image.
J'ai trouvé ce truc un peu merdique qui vient du Québec, parce qu'en fait, on n'a tellement pas l'habitude d'associer ingénieurs et concertation qu'on trouve presque rien, même chez les fournisseurs d'images patentés comme Getty, Alamy, etc. Bon, tout ça pour dire il faut noter à ce propos que la science n'offre plus désormais de situation de surplomb. On ne peut plus regarder d'en haut la société parce qu'on a la science. Il n'y a plus moyen d'être au-dessus du social au nom de la maîtrise de lois immuables. Nous entrons dans un monde de variations incessantes et d'événements disruptifs et nous avons au moins autant besoin de concertation que de science. Et je dirais à cet égard aussi que les scénarios simplistes, vous aurez compris que cet exposé est aussi un plaidoyer en faveur des nuances dans un monde où elles tendent à disparaître jour après jour. Les scénarios simplistes sont de peu d'utilité. Je reste colossalement énervé par des scénarios comme la troisième révolution industrielle de Rifkin. La robotisation, ça risque d'être plus compliqué que ça. De la même façon que les rêves de restauration d'un capitalisme fondé sur une extraction sans limite me semblent aussi quand même trop extrêmes. L'ingénieur, en conclusion, l'ingénieur peut-il encore inventer l'avenir? Oui, à condition d'accepter d'être citoyen en un sens à la fois plus étendu et beaucoup plus complexe qu'autrefois. Et je vous remercie de votre attention. J'avais gardé le titre, mais je n'ai pas fait la même référence que tout. Est-ce qu'il y a des questions? Ah. Oui, prends le micro. Il faut. Pour un séminaire. Oui, j'ai juste une petite remarque. Dans les séries des améliorations, là où il faudrait optimiser, l'installation audiovisuelle de cet amphi laisse un petit peu à désirer de la part d'une entreprise de 4000 personnes qui fait de la haute technologie. J'ai pas pu résister. Bien, Zanda. Et je reviens sur une notion qui fait évoquer, on va développer, mais qui me paraît très intéressante, la question de repenser l'optimum technique. Ouais. Il est selon moi une évolution possible de ce métier de cette formation. Il faut que je reprenne le micro ou pas? Vous m'entendez? Bon, ah oui. Bah, en fait, avant de trouver ce bouquin, il se trouve que c'est une vieille obsession parce que j'ai voulu écrire une histoire d'efficacité en ingénierie. J'ai écrit plusieurs articles là-dessus, dont un très long dans une revue savante, dans laquelle je disais qu'on peut écrire une histoire de l'ingénierie qui est une histoire des modes d'efficacité, c'est-à-dire jusqu'au XVIIIe siècle, par exemple, un optimum qui se pense en termes de proportion entre le tout et les parties. À partir du XIXe, plutôt une obsession avec la gestion des flux. Et déjà à l'époque, comme je m'intéressais au numérique, l'idée un peu aujourd'hui de la gestion des événements. Et puis, curieusement, j'ai repris ce thème dans le livre sur la nature en disant, bon, à partir du moment où on prend sérieusement en compte l'idée d'une hybridation entre la nature et la technique, ça remet en cause les techniques d'optimisation un peu simples. Et entre-temps, j'ai rencontré ce bouquin qui résonne. Alors, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Par exemple, abandonner complètement l'optimisation, ça me semble vraiment une idée bizarre d'un gars qui n'a jamais vu un ingénieur à moins d'un kilomètre. Mais probablement, il faut avoir, je pense que bon, il introduit la notion de robustesse ou la notion de résilience qui est pas mal utilisée par ces techs. Bon, ça va un peu dans le même sens. C'est-à-dire que les questions, finalement, je dirais, de résistance à des sollicitations brusques et imprévues vont se révéler de plus en plus déterminantes. Donc, les optimums en milieu serein et stabilisé vont l'être de moins en moins. Donc, c'est un peu de ça. Je crois qu'on est un certain nombre à tourner autour de ces questions. Et c'est pour ça aussi que les Key Performance Indicators, je fais partie des gens qui sont un peu critiques de l'orgie de Key Performance Indicators, alors qu'on ne sait pas très bien vers quoi on va. Donc, bon, donc il faut négocier avec tout ça. Là, voilà, donc c'est un peu de ça, d'où ça vient. Il y avait la demoiselle là qui avait une question, ensuite monsieur. Oui, c'est vous d'abord. Hein. Bonjour. Bonjour.
la conférence. Donc, moi, j'avais une question sur un sujet que je trouve, du coup, il est un peu moins évoqué. C'est, on définit souvent le progrès l'exemple du progrès dans la numérique aujourd'hui comme le développement dans des algorithmes, donc dans les années inconnues, dans les zones qui ont été moins traitées. Et j'aimerais juste vous donner comme ça deux écrits qui me font penser à ça et qui ont deux regards différents. Le premier, c'est Nicolas Ciciclen, où il parle des algorithmes dans les villes et du bruit, en fait. De la présence d'un bruit qui nous empêche de voir les vrais enjeux. En fait, sinon, on essaie de traiter les enjeux, mais il y a des enjeux qui ne sont pas traités. Et le deuxième, c'est les espaces autres de Foucault, où il parle des espaces qui sont repliés et qui se trouvent d'abord dans la vie, puis Les hétérotopies. Oui. les cimetières, par exemple. Voilà. Du coup, je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Alors, comme je passe une partie importante de mon temps dans une école d'architecture, les écrits de Koulas et les hétérotopies foucaliennes reviennent fréquemment. Je dirais, aujourd'hui, on est un peu pris en étau entre deux choses. La première qui est quand même qu'on aimerait bien qualifier les choses qui échappent à la catégorisation simple, et puis en même temps, il y a aussi, de façon symétrique, une espèce de volonté aujourd'hui de prendre la défense et de trouver que c'est formidable, toutes ces zones. Dans la même série, par exemple, aux États-Unis, vous avez le succès formidable de la notion de terrain vague. Le terrain vague est devenu du dernier chic dans les écrits un peu urbanistiques, etc., américains, qui renvoient à une espèce de désir, finalement, je dirais, de l'interstice, de la chose qui n'est pas complètement maîtrisée, qui permet à des échanges informels de se nouer. Vous avez dans le même genre aussi les gens qui aujourd'hui vous proposent de lire les bidonvilles, l'informel, comme on dit maintenant trop poliment, mais disons les bidonvilles d'autrefois, comme des lieux de négociation, d'adaptation, etc. Là aussi, je dirais, nuançons. C'est-à-dire que, oui, par exemple, on sait bien que si on détruit un bidonville aujourd'hui, on envoie les habitants à 30 km plus loin du centre que là où était le bidonville. Il y a d'énormes polémiques sur Daravi, par exemple, à Bombay, etc. Mais en même temps, à trop fétichiser ce qui échappe à la norme, on risque aussi des fois de ne pas traiter les misères dont s'accompagnent aussi parfois ces choses. C'est-à-dire que quand Foucault vous passe des hétérotopies, à la prison, le cimetière, il y a toute une série quand même d'endroits qui sont quand même un peu durs. Donc oui, je pense qu'on a un désir finalement, on a quand même un peu un désir aujourd'hui de recréer des zones, effectivement, vous avez dit des grey zones, etc. Mais c'est vrai que c'est probablement... les historiens sont en général extrêmement bons à dire oui, mais... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis quand même frappé par la prolifération de discours monochromes. Et c'est vrai que même sur ce domaine-là, je dirais, il faut voir, parce que quand même chez Koulas, il y a des aspects très critiquables. Hein. Le texte de Koulas sur le junk space, par exemple, est devenu vraiment problématique aujourd'hui. Donc, il y avait chez Koulas une espèce de fascination, disons. On était dans les années, quand le gros de ces textes sont des années heureuses de la mondialisation. Aujourd'hui, on mesure plus les limites de ces genres de choses. Mais effectivement, c'est une bonne remarque. C'est des questions intéressantes aujourd'hui. Il y a un monsieur juste à côté. Merci beaucoup. J'avais une question sur la notion d'ingénieur, parce que j'ai bien noté que vous avez présenté l'ingénieur comme quelqu'un qui est capable d'inventer, quelqu'un qui est capable d'organiser, encore quelqu'un qui était capable de s'accomplir aussi un peu. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de se dire ce que c'est un ingénieur, dans le sens où toutes ces caractéristiques, j'ai l'impression on n'a pas besoin d'être ingénieur pour inventer, pour organiser. Et à côté, on a des formations d'ingénieurs où on nous apprend ni à inventer, ni à organiser, où on nous apprend à
apprendre, on nous apprend à appliquer les arguments, à appliquer les techniques, on apprend aussi à faire de la science, mais on nous apprend pas forcément le projet. Je ne sais pas l'ingénieur aujourd'hui. Bonne question. J'ai passé pas mal de temps à étudier un peu comment ça avait évolué. Ce qui est clair, c'est que l'ingénieur, jusque fort avant dans le 19e siècle, c'est plutôt effectivement quelqu'un qui crée soit des infrastructures, etc., qui fait de la recherche, etc. Ensuite, je dirais, l'ingénieur devient plus d'organisateur. Bon, je vais mentionner Taylor. Je dirais du coup, eh ben, l'ingénieur, ça va aussi devenir dans un certain nombre de cas un cadre supérieur qui fait de la gestion de ressources, etc., etc. Et je dirais, il y a ça aujourd'hui. Alors, ce qui continue quand même à caractériser les ingénieurs, c'est quand même un peu la formation. C'est-à-dire que la formation qu'ont reçue les ingénieurs, en général, ça ne fait pas ce que je disais sur le sens de la négociation. Je dirais, ce n'est pas le fort des ingénieurs. Les ingénieurs sont souvent mal à l'aise encore aujourd'hui dans les problèmes merdiques. Ils sont ni 1 ni 0, mais dans des fractions intermédiaires, des nuances de gris, etc. Ils ne sont pas très à l'aise. Il va falloir de plus en plus devenir à l'aise, et je rebondis sur les zones grises, ça va être quand même un des enjeux. Mais c'est vrai que la profession, ça a été un problème pendant les 2 siècles qui séparent le XVIIIe siècle d'aujourd'hui, qui est la diversification croissante. Par exemple, en Angleterre, une espèce de drame vers 1850, c'est que l'Institute of Civil Engineers, créé en 1818, explose et se crée un Institute of Mechanical Engineers. Donc, la profession perd son unité. Ensuite, il va y avoir Electrical Engineers, etc., etc. Et aujourd'hui, l'ingénierie, c'est un continent avec des très bigarrés, avec des choses extrêmement diverses. Ce qui a en commun, c'est curieusement, je dirais, des modes de formation et des modèles mentaux. Encore une fois, les ingénieurs, en général, aiment bien les machines. C'est quand même une de leurs caractéristiques. Ils sont quand même souvent moins à l'aise, même s'il y a des formations d'ingénieurs dans le vivant. Ce n'est pas la dominante du continent, disons. Les ingénieurs, bon, donc il y a des choses qui restent quand même, mais effectivement, c'est un continent. Donc j'ai un peu simplifié parce que je n'allais pas vous faire de cours complet sur l'histoire de l'ingénierie. Et je dirais, c'est évident aussi que en France, il y a eu aussi une confusion entre le fort antenne, le cadre et l'ingénieur, très souvent. Et du coup, en perdant de vue, par exemple, la dimension du projet. C'est clair que cette dimension, c'est souvent perdue, heureusement pas chez tous les ingénieurs, mais c'est perdu. Donc la dimension un peu créatrice, si vous voulez, c'est parfois perdu. Mais bon, je dirais, il y a toujours eu, je dirais, c'est une profession de toute façon dans laquelle tout le monde ne peut pas être créateur. Il faut aussi des gestionnaires, il faut aussi... Et puis, il y a des façons différentes d'être créateur. Un exemple que je donne souvent, qui est typique, je dirais, des domaines dans lesquels on est toujours dans des problèmes merdiques. C'est l'urbanisme. L'urbanisme, c'est en général un champ, alors là, si vous aimez les trucs gris, et les problèmes en général insolubles, l'urbaniste, c'est parfait. Et un urbaniste, c'est quelqu'un qui vit là-dedans. Et je dirais, un urbaniste qui arrive à peu près à développer un quartier dans de relativement bonnes conditions, etc. Il n'a pas créé au sens classique en dessinant un pont, mais il a rendu quelque chose possible. Donc voilà, la création aujourd'hui, ça peut prendre de multiples formes. Et puis il y en a 2 encore en présentiel après. Une question à distance. Est-il possible de concilier le sort et le beau, sachant que les architectes n'excellent pas toujours dans la réalité? Un architecte de mes relations qui a signé un manifeste de la frugalité, une des choses auxquelles je crois profondément, c'est que non seulement il faut que c'est possible, mais il va falloir le faire. Je pense que c'est un des enjeux du monde qui vient. C'est qu'il va falloir, parce que pour l'instant quand même, si grosso modo on continue à vendre aux gens uniquement l'avenir comme une punition, on ne va pas aller très loin. C'est normal aussi que les gens veulent continuer à drill, baby, drill.
Parce que tant qu'on présentera l'avenir comme une punition, ça ne va pas enthousiasmer. Donc oui, c'est pour ça que je parle d'une espèce de côté conversion. Il y a la même chose est vraie en architecture. Alors, par exemple, il est quand même à peu près évident que, en tout cas dans nos pays européens, les architectes vont rénover plutôt que de construire massivement du neuf. Ce qui va être à la fois plus compliqué et peut-être moins gratifiant en termes de super-ego, etc. Et encore, je suis d'accord. Mais malgré tout, bon, c'est une conversion, c'est un changement finalement de logiciel, et ça va demander, oui, c'est quand même un peu compliqué. Donc, mais je crois qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que très grosso modo, je pense que si on n'arrive pas à rendre ce monde sympathique, eh ben, il n'adviendra pas, avec les conséquences qu'on connaît. Merci. Je suis architecte. Je crois que vous avez déjà écouté ici même, il y a quelques temps, je suis l'image d'ingénieur. Je vous remercie effectivement de travailler sur cette validation et pour rejoindre ces outils de multi-validation dont vous nous avez parlé de cette notion du projet. Je vais vous poser la question de la practicalité, c'est-à-dire que finalement, pour intégrer de nouvelles compétences, intégrer de nouveaux acteurs du projet, que ce soit le vivant, des articles graphiques, etc. Pour intégrer une dimension sur le qui vient bien en amont et qui reste de développer dans l'âge, et que la processualité, Là, pardon. La processualité, c'est-à-dire ce qui entraîne toutes ces compétences et les développe dans le temps, permet aussi d'écouter des contenus nouveaux, ce que c'est après que nous pouvons travailler ensemble. Peut-être deux choses. La première, c'est, je crois qu'un des défis, c'est que déjà la tête d'un élève à la sortie d'une école d'ingénieur explose avec tout ce qu'on a voulu mettre dedans. Et en général, il commence à oublier avec acharnement, trimestre en trimestre, ce qu'on lui a enseigné. Je dirais qu'il y a presque un trop-plein de choses à savoir. Donc, quand je dis qu'il faut changer de logiciel, je dirais, le problème, ce n'est pas de transformer tout au coup tous les ingénieurs en savants écologues. Le problème, c'est de transformer la perception qu'ils ont du monde. Donc, c'est plus un changement. C'est un peu pareil pour les architectes. Il y a à Harvard, par exemple, un semestre dit d'intégration dans lequel il faut intégrer les technologies, etc. Et encore, c'est même pas le 10e de ce qu'il faudrait intégrer normalement. Les architectes ne survivraient pas s'il fallait qu'ils soient vraiment compétents sur tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème un peu de réorientation épistémologique, c'est ce que j'ai essayé de dire. Et puis, par ailleurs, effectivement, je rejoins assez, il y a une tendance aujourd'hui, je veux dire, alors, il faut repenser les process, ça c'est quand même assez clair. Je pense que ça peut partout, en évitant quand même aussi, parce que vous avez beaucoup d'écoles d'architecture maintenant dans lesquelles faire un objet, c'est mal. Il faut aussi continuer, enfin, ne pas fétichiser les process après avoir fétichisé les objets. C'est un des défis aussi, mais il est réel dans l'enseignement de l'architecture maintenant, un peu partout dans le monde. Il y avait une question d'une dame derrière, là. Déjà, je vous remercie pour les quelques mots sur le réalisme. Je comprends pourquoi aussi un professionnel va rester chez moi au quotidien. Les temps urbanistes de profession et le principe aujourd'hui. Ma question, c'est davantage sur ce que vous avez dit en introduction pour la formation de l'ingénieur et en quoi il peut poser des limites pour trouver des solutions aux problèmes du changement climatique, notamment. Moi, d'un point de vue de la fait qu'on n'est pas un ingénieur, je trouve plutôt que la formation, c'est pas bien. Alors, effectivement, on ne peut pas forcément comprendre quelque chose de très militaire, mais par contre, il faut des mathématiques à comprendre. Et dans le domaine du réchauffement climatique, de comprendre qu'il y a un budget carbone qui nous reste. Et donc, je me demandais juste si le sujet n'était pas tant dans la contextualisation des problématiques de nos ingénieurs. Vous pouvez leur dire que voilà, vous avez une dalle en béton à construire. On leur dit que vous avez une dalle en béton avec un budget carbone de. Là, il nous reste à peu près un millier de gigatonnes à consommer si on veut rester sur la limite des degrés. Donc, pour moi, c'est une formation qui serait plutôt bien à ce sujet qui est facilement quantifiable.
Je dirais, il est rassurant quand même que la profession d'ingénieur ne soit pas peuplée d'imbéciles. Je trouve qu'au total, c'est assez rassurant et c'est vrai que, bon, en général, ils sont plutôt bien formés, ils savent des choses. Je dirais, attention tout de même, je pense qu'à force de calculer uniquement les énergies grises, etc., sous forme de bilan comptable, ça fait un peu partie de ma critique, je dirais, un peu de la réification des performances, etc. Je dirais, il y a quand même un peu un problème là. Il va falloir peut-être penser de façon plus globale encore que ça. Utiliser les ingénieurs que pour faire des calculs me semble être un peu limitatif de ce qu'on est en droit d'attendre des ingénieurs, si vous voulez. Je pense que les ingénieurs, dans le monde qui vient, devraient aussi avoir quelque chose de plus à dire qu'à calculer des énergies grises, etc. Alors c'est utile dans l'urbanisme parce que l'urbanisme manipule. C'est d'ailleurs une des limites de l'urbanisme, c'est que l'urbanisme manipule une quantité de statistiques, de key performance indicators, etc. Vous prenez les banques aujourd'hui, ça s'est renforcé d'ailleurs avec le real estate financé par les banques. Hein. Les banques, elles veulent du PPI attire l'arigot et c'est la façon dont elles prennent des décisions en urbanisme. Et c'est aussi souvent pourquoi, je dirais 10 ans après, il y a des problèmes. Donc je dirais attention à la quantification tous azimuts quand même dans un monde. Alors je ne suis pas anti-quantification, qu'on soit clair, mais dans un monde incertain, il faut aussi se préparer au fait que ce qu'on a calculé à un moment et qui semblait rassurant n'est peut-être pas aussi pertinent 10 ans après. Je dirais que ça, c'est à mon avis un des problèmes aujourd'hui. Et il faut probablement essayer de se doter, alors je ne suis pas un professionnel, donc c'est facile à dire comme ça, mais repenser encore une fois les indicateurs de performance. Je crois qu'on ne peut pas se passer d'un côté, mais en même temps, il faut probablement les repenser dans un sens plus holistique. Je crois que tout le monde tourne aussi un peu autour de ces questions-là. L'urbanisme, à mon avis, on atteint un peu les limites d'un urbanisme qui, c'est longtemps qu'on a trop réduit l'urbanisme à sa composance réglementaire. C'est pour moi une des questions qui est posée aujourd'hui. Voilà. Bonsoir, merci pour la conférence. J'avais un peu poser la question sur le progrès. J'ai l'impression que ce qui fait peur dans le progrès, c'est qu'on associe beaucoup au bonheur aussi, et que si on arrête le progrès, alors on arrête le bonheur. Donc on peut plus être heureux, on ne peut pas se contenter de ce qu'on a. Et aujourd'hui, en fait, on mérite, ce qu'on est école d'ingénieur, en école d'architecture, on mérite un bagage technique qui est le fruit de siècles d'invention, d'innovation, et à l'échelle de le temps humain dont vous parlez, c'est difficile de l'appréhender, et on va chercher à inventer quelque chose de nouveau. Est-ce que être ingénieur aujourd'hui, c'est pas aussi être historien et chercher à redécouvrir aussi, pour inventer l'avenir, essayer de redécouvrir comment on résolvait déjà les problèmes qui existaient à des époques comme on connaît plus aujourd'hui? C'est une bonne question. Alors, la première remarque, j'ai enseigné l'histoire en école d'architecture et chez des ingénieurs qui un prof raisonnablement bon, qui m'écoutait, etc. Les ingénieurs ne sont pas en général des créatures qui ont un sens historique très développé, pour des raisons diverses, à la différence des architectes, parce que les architectes, la discipline passe son temps à revenir sur ces trucs passés, etc. Ça fonctionne différemment. Mais alors, moi j'ai un certain nombre de réponses. Je vais être clair quand même et un peu brutal. Si vous voulez, les couches culottes pour bébé, c'est une horreur environnementale, je suis d'accord, etc., etc. Mais je peux vous dire quand même que si vous devez laver les couches du bébé, etc., et bien, grosso modo, c'est un demi-emploi dans le couple pendant des mois. Si vous voulez, il y a des tas de choses comme ça. Si vous voulez, on se dit on peut revenir en arrière. Un autre exemple, vous prenez les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve ont plus fait, l'histoire c'est utile, hein. Par exemple, on apprend que les boîtes de conserve ont plus fait baisser la mortalité aux États-Unis que les vaccins.
Parce qu'en fait, les gens s'empoisonnaient avec de la bouffe avariée à peu près partout, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, des trucs comme l'eau et l'assainissement moderne, les boîtes de conserve, etc. Donc, tout ça pour dire que, ouais, il y avait des solutions dans le passé, mais enfin, il ne fallait quand même pas oublier quand même qu'il y avait une espèce d'esclavage du quotidien, qui était quand même pas piqué des hannetons. Et que, alors, effectivement, alors moi, ma question, c'est vrai qu'il va falloir lâcher une lest, abandonner des choses. Mais jusqu'où, etc. Je pense que, effectivement, là, vous avez raison, le progrès ne fait pas de bonheur. Mais le progrès a constitué une plateforme pour vivre de façon, je dirais, de façon un peu plus libre, entre guillemets. Si vous voulez, l'utopie moderne, c'est quand même un peu l'utopie de la liberté de l'individu. D'où d'ailleurs ce point culminant dans la bagnole, qui est absolument discutable, etc., etc. Mais la bagnole a été, avant d'ailleurs le vélo, dans les années 1880-90, le vélo, c'est le grand libérateur. Si vous voulez, toute la société, les sociétés industrielles ont rêvé de mobilité individuelle, etc. Donc, tout ça pour dire que moi, je fais partie des gens qui pensent quand même qu'il va falloir sauver les meubles, qu'on ne va pas pouvoir tout sauver, qu'il y a des choses, mais que, par exemple, vous prenez le travail domestique. Il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'une femme, je dirais, avant la mécanisation de beaucoup de choses dans le logement, etc., déjà aujourd'hui encore, c'est encore beaucoup des travailleurs domestiques pas compensés, et moins qu'on puisse dire, les hommes ont encore une portion faible des tâches domestiques, mais alors en 1860, je ne décris pas. Quand il fallait constamment, si vous voulez, laver des couches, des draps, des machins, faire la cuisine, etc. Quand vous faisiez partie de la bourgeoisie avec 2-3 bonnes et la cuisinière, ça allait, mais etc. Donc c'est ça un peu où je dirais attention à ce dont on parle. Un autre exemple, c'est le frigo. Le frigo, c'est très vilain d'un certain côté. D'un autre côté, si vous voulez, bon, un prolétaire au 19e siècle, mangeait, il y avait des traiteurs partout dans Paris parce qu'en fait, ils n'avaient pas les moyens de conserver la nourriture. Et, et donc, vous aviez Donc, c'est un monde, en fait, si on commence vraiment à faire de l'histoire, on se rend compte que le monde passé était extrêmement même différent des visions qu'on en a. Il y a des tas de choses qu'on sait pas forcément, enfin, dont on n'est pas forcément conscient, et que le progrès, entre guillemets, et ben, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui dénoncent le monde d'après sur leur smartphone qui, soit dit en passant, consomment autant qu'un frigo en termes d'électricité. Donc, alors, par exemple, le smartphone, je suis convaincu qu'on peut probablement déshabiller les smartphones. Ça, je suis assez convaincu qu'en matière de numérique, il va falloir déshabiller sérieusement l'animal. Arrêter aussi de faire probablement du streaming de façon désordonnée. Si vous voulez, il y a toute une série de choses comme ça. Ça me semble plus facile que de revenir, si vous voulez, au lavage des linges de bébé. Donc, vous voyez, c'est ça que j'essaye de dire. C'est dans le progrès, effectivement, il y a des trucs, mais dans le passé, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de ressusciter. Hein. La mortalité en couche, ou Dieu sait quoi, la mortalité par empoisonnement alimentaire, etc., c'était colossal. Et jusqu'à relativement récemment, il y a un bouquin assez fascinant d'un historien américain justement sur ces questions, dont l'argument est de dire finalement on vit encore quand même beaucoup dans le monde de la seconde révolution industrielle, c'est-à-dire que les innovations clés sur lesquelles repose encore dans une large mesure notre monde matériel, c'est les innovations de la période 1880-1920. L'électricité, la chimie industrielle, les boîtes de conserve, les réseaux urbains modernes, toute une série de choses de ce genre. Et effectivement, la voiture. J'ai envie de vous poser une question, de reformuler votre question initiale. L'ingénieur peut-il inventer l'avenir? Parce que quand on pose la question, et on va poser la question souvent, d'imaginer ce que pouvait être l'ensemble des systèmes de transport d'ici 15-20 ans, lorsque il y aura plus de permis individuels, que ce sera plus des voitures de location, on ne sera pas aux 4 par particules, il y aura un peu de salariés, et on se met à imaginer ça. Quand on a eu un modestie de l'école, on a cherché des architectes, des pour imaginer ça, mais les solutions, on prend les œuvres.
Et puis, on a su le mettre sur la table, on était patients, on était plusieurs à avoir été interpellés par le forum métropolitain que j'ai fait. Et tout le monde a à peu près répondu dans le même façon. Donc, imaginez l'avenir avec des solutions qui vont bien, qui sont agréables et à vivre sans. On y arrive quand on nous pose la question. Quand on se pose nous-mêmes la question de comment est-ce qu'on fait pour sauver la planète, on dit d'abord c'est un sujet, et ceux qui habitent, on se dit c'est un sujet compliqué, on décompose dans un sujet plus simple, et on parle de construction de carbonée, de mobilité décarbonée, d'énergie carbone, de résilience des territoires, de biodiversité, d'économie circulaire. On décompose ça en sujet plus simple, en ce qui est vrai, on dit une chose, on a des villes. Et là, il se passe quelque chose, c'est le truc prend pas. On a des solutions, peut-être pas toutes, mais en partie, mais on n'arrive pas à les mettre en œuvre. Parce qu'on n'ose pas, sans doute, poser la question ou mettre ces sujets-là sur la table des normes de la société. Donc, la question, le formulaire que j'ai en tête, c'est est-ce que l'ingénieur ose imaginer l'avenir et ose le proposer? Et s'il ne le fait pas, pourquoi? Oui, elle n'est pas facile. Je vais être franc. Je pense que l'ingénieur. On a tous des idées comme ça. Par exemple, pour la bagnole, on sait bien qu'on ne va pas pouvoir se passer de la bagnole. Donc, on va faire du car sharing, ou de la mobility as a service, etc. On tourne tous autour de ces idées-là. D'une façon ou d'une autre, ou effectivement les trucs décarbonés, etc., etc. Il y a quand même une vérité quand même de fond, c'est que une innovation, c'est une invention qui a réussi à se couler dans le moule des chaînes de valeur, etc. Toutes les chaînes finalement un peu de production de la valeur dans notre monde capitaliste ne sont pas pour l'instant orientées vers ça. La raison pour laquelle personne ne prend la décision, c'est parce que quand même, grosso modo, alors qu'on soit clair, j'ai suffisamment vieilli, j'ai plus une faucille entre les dents, une petite étoile sur le front, j'ai d'ailleurs jamais vraiment eu, mais il est vrai qu'on bute à partir d'un certain moment sur un problème, il faut quand même bien dire qu'il est politique. Il est politique. C'est-à-dire que très grosso modo, quand même, vous n'aurez pas tout ça, tant que Total, tant que, etc. Alors, c'est pas pour dire que c'est des gros méchants, c'est simplement, pour l'instant, la somme des intérêts que représente le CAC 40 ou autres, les banques, etc., ne va pas dans ce sens. Donc, vous aurez beau clamer haut et fort, etc. Vous ferez des petites expérimentations ici et là. Il y aura le maire de Dijon, le maire de Clermont-Ferrand qui vous commandera un petit truc et fera sa com pour être réélu tout en faisant la com chien, etc. Parce que pour l'instant, il faut être honnête, les innovations, entre guillemets, de rupture sont des innovations en fait de niche. Dans un monde qui n'est globalement pas gouverné par ça. La problématique pour l'instant dominante, prenez la bagnole, la problématique dominante, ça reste de vendre le plus de bagnoles possible, alors si possible électriques, etc., parce que c'est le nouveau truc, etc. Donc il y a un moment quand même l'ingénieur, et ça c'est une vraie question, qui est pourquoi les ingénieurs n'ont jamais embrayé vraiment sur le monde politique. C'est-à-dire que c'est assez curieux quand on y réfléchit, c'est une profession qui n'a jamais réussi complètement à avoir l'oreille des politiques. Et pour diverses raisons, peut-être parce qu'ils étaient trop radicaux, etc. Mais on raconte tous les mêmes choses finalement, hein, je dirais, de plateforme en plateforme, il n'y a qu'à Foucault, etc., etc. Mais on bute sur le fait que, bon, bah, si vous voulez, le monde capitaliste tel qu'il est organisé ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai des tas d'idées généreuses, mais dans la partie américaine de ma vie, je cotise au TIAA-CREF, que peu de gens connaissent en général. Le TIAA-CREF est un des plus gros fonds de pension du monde. C'est le fonds de pension des profs, du secondaire, du supérieur, etc. Le TIAA-CREF a plein d'adhérents, plein d'idées généreuses, des profs en général, et a des stratégies parfaitement cyniques d'investissement. Et là, vous touchez du doigt, je dirais, la difficulté de transformer ce monde. Oui, bah, c'est sûr qu'on a tous un peu les mêmes idées. Mais je pense que, bon, déjà, ce qui me semble aller dans le bon sens, c'est de faire passer l'idée quand même que la vérité n'est pas dans un monde d'après qui serait la rupture avec le capitalisme. On prend une doge et on déclame comme un orateur de l'Antiquité.
mais plutôt comment, à l'intérieur du capitalisme, connaissant aussi, je dirais, les ambiguïtés totales, pour ne pas dire plus, du capitalisme vert, comment on fait dans les circuits politiques et économiques existants. Et c'est pas simple. Alors, un truc sur lequel on peut jouer quand même, c'est que les villes sont rentrées dans une espèce de compétition mondiale sur l'innovation, et que là, on a quand même une carte à jouer. Parce que les villes sont friandes d'innovation, etc. Je me moquais un peu du maire de X ou Y, etc. Mais c'est un des endroits où l'innovation technique peut rencontrer, je dirais, quand même le politique et parfois des plateformes, etc. Mais on bute toujours sur cette question-là, qui est de transformer. Comment sortons je dirais, moi, je trouve que comment peut-on sauver le capitalisme de lui-même? C'est devenu une des questions, finalement. Alors, M. Xi Jinping, lui, pense que la solution, elle est extérieure au capitaliste, c'est qu'il faut un gouvernement dirigiste, etc. Donc, c'est une solution qu'on a expérimentée dans le passé. On va voir si cette fois, ça a plus de succès. Et c'est, je pense, une des vraies questions. Dans nos pays, comment fait-on dans un monde qui est aussi dominé par les flux financiers, etc. C'est très banal ce que je dis, mais ça reste vrai. Une chose qui m'a frappé dans ce playlist, alors plusieurs reprises, c'est qu'il ne va pas négocier. La meilleure ne sait pas négocier. Ah oui, ça, j'en suis convaincu. Et donc, bon, bah, ici, on a décidé tous ces paramètres que les ingénieurs pourraient dénoncer les problèmes en un certain nombre de dimensions, ramener le problème à quelque chose de linéaire ou au moins de méta dans l'équation. Donc, comment on fait pour se donner cet état d'esprit, apprendre à négocier, et pas seulement négocier avec des architectes, des urbanistes, mais négocier avec toutes sortes d'autres métiers, reconnaître que ça, c'est une chose qu'on doit reconnaître à l'école quand même, reconnaître que si les gens font une violence, ça va, mais voir que cette violence, elle est beaucoup plus basse que ce qu'on pensait, et il va falloir aller combiner nos certitudes avec des certitudes d'autres, et aller chercher les paramètres qui ne veulent pas dans les pays. Et comment on fait contre la formation des ingénieurs à l'exercice? Ça me paraît gérable. C'est plus simple de changer les formations quand même que de changer le système capitaliste dans son ensemble. Et déjà, un truc qui me frappe souvent, c'est les commerciaux. Les commerciaux ont souvent aucune compétence technique, mais ils sont capables de vous vendre des startups numériques, etc. C'est assez frappant quand même, comme finalement les commerciaux se sont engouffrés dans la voie start-upeuse numérique, etc., avec une base technique faible en général, mais etc. Bon, je dirais, entre les commerciaux qui en général n'ont aucune idée du contenu technique souvent, et les ingénieurs qui ont une idée du contenu technique, mais à peu près aucune idée sur comment, etc., je crois qu'il faut les former différemment. Déjà, le Châtelier, qui est le gars de la loi Le Châtelier, au début du XXe siècle, se plaignait, éminent ingénieur des mines, thermodynamicien, etc., que les ingénieurs étaient absolument incapables de négocier pendant une grève. Et il disait peut-être qu'il faudrait qu'ils lisent davantage de littérature, parce que finalement, une tragédie de Racine, c'est une meilleure formation que les maths si on veut comprendre quelque chose au social. Moi, je fais partie des gens, et ce n'est pas uniquement pour ma boutique, hein, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut renforcer la formation en sciences sociales, mais peut-être pas comme parfois l'envisagent les gens des sciences sociales, qui est une façon de regarder son nombril en substituant le non-humain à la nature, etc., mais en prenant les sciences sociales comme une boîte à outils pour essayer de comprendre un certain nombre de choses. Et moi, c'est la façon dont j'enseignais l'histoire en école d'ingénieur. C'est pas pour former des historiens, c'est à travers l'histoire faire des études de cas sur la complexité du social, etc. Donc ça, à mon avis, c'est pas instable. Oui, en plus, il y a la nature maintenant. Mais je veux dire, il faut leur apprendre, encore une fois, il faut leur donner un peu une idée de comment on se démerde, je dirais, dans un contexte difficilement, complètement mathématisable, etc., en situation d'incertitude, en situation aussi dans laquelle, comment on gère une négociation. Moi, je le vois moi-même. Moi, des fois, j'ai des espèces de côtés cassants qui viennent aussi de ma formation initiale, c'est-à-dire on devient vite doctrinaire, comme par hasard, avec les bons et les mauvais côtés. Mais les gens qui font des sciences, parfois, ont des côtés comme ça. C'est pas des HEC, quoi.
Et je pense qu'il y a probablement à essayer de comprendre un peu plus, je dirais, comment on apprend le social, etc. Donc ça, c'est pas infaisable, mais il y a du boulot. Sachant aussi qu'on ne peut pas non plus passer son temps à faire de la sociologie en école d'ingénieur. Donc c'est ça aussi qui est compliqué, comment on fait une formation relativement efficace dans un temps limité, parce que, bon, il ne faut pas exagérer, à l'école des ponts, il ne faut pas qu'ils se tapent des heures et des heures d'histoire. Donc voilà, mais ce n'est pas infaisable. Mais c'est pour ça que je pense que, si vous voulez, mon message était de dire, bon, quand je dis il faut changer de logiciel, il faut changer un peu le cadre de référence. Tant qu'on sera arc-bouté, mais je vois, y compris des copains à moi, bon, même un de mes meilleurs amis à l'école des ponts, Bernard Vaudeville, il pense quand même fondamentalement qu'il faut que l'ingénieur il ait un savoir mathématique de haut niveau, etc. C'est pas complètement faux, mais je pense qu'à force de vouloir du savoir mathématique de haut niveau, on forme aussi quand même un peu des autistes, des fois. Donc, et que les 9/10 des gens n'utiliseront pas de savoir mathématique de haut niveau en ingénierie. Il ne faut pas déconner, c'est pas vrai. Il y en a quelques-uns, mais pas tous. Donc, comment on repense un peu les grands équilibres de la formation est une vraie question dans ce cadre-là. Et c'est pas infaisable. Ça, autant, je dirais, convaincre Total qu'il faut être green, etc., et que le CAC 40 se mette très sérieusement à gérer différemment, etc., ça, c'est vraiment du hard. Mais repenser les formations d'ingénieurs, ça ne me paraît pas infaisable. Et je pense que dans les bureaux d'ingénierie, c'est en train d'évoluer aussi. Bon, moi, je pense que il y a 30 ans, ces textes ne feraient pas dans l'ingénieur et citoyen. Donc, ça change les choses. Donc, et je pense qu'à force de changer, bah, ça finira par embrayer à un moment. Moi, ce que je pense quand même, bon, qui n'est pas très réjouissant, je pense qu'on va aller vers des catastrophes grandissantes jusqu'à ce qu'à partir d'un certain moment, les politiques, et donc il faut se tenir prêt, parce que ce n'est pas nous qui allons, il faut se tenir prêt à être capable, à ce moment-là, de suggérer un changement d'orientation. Et bon, on va avoir des trucs comme ce qui s'est passé à Valence ou les pluies catastrophiques en Allemagne il y a 2 ans, 3 ans, on oublie même la chronologie de ces événements extrêmes ou d'ondes de chaleur au Canada. Bon, ça va se multiplier. Donc je pense que passer un certain stade, quand même, ça va commencer quand même un peu à percoler. Bon. Mais il y avait une autre question là. Sur la concertation. On est dans un groupe, mais c'est la question de réflexe. Oui, oui, non, mais on dit ce qu'on ne vient pas, hein, j'ai lu vos documents. Hein. Et le dialogue va plus loin, changer les politiques locaux, changer les usagers, etc. C'est de réussir à les mettre autour du table et que chacun ait une capacité différente. Et donc, c'est un travail qui n'est pas facile, mais qu'on réussit de faire petit à petit. Et donc, on a des très grands projets, je cite un qui a exactement réussi, notamment TF9, c'est le canal Seine encore, où le travail de conservation était réussi, et donc tous les acteurs de la table étaient très disposés à avancer cette projet. Et en fait, c'est un changement de vision de l'ouvrage. Vous arrêtez de réfléchir à une infrastructure linéaire, viable, et vous vendez la chose autrement. Je dis, c'est un levier de développement économique pour le territoire. Et avec un changement de vision, alors évidemment, l'ingénieur, l'urbaniste, l'architecte, un peu de demander, ils disent attendez. En présentant les choses comme ça, vous allez mieux écouter les autres. Vous allez mieux écouter les gens du territoire, les politiques écoutent leurs électeurs, et donc c'est par là que votre négociation se en faisant tout ce enjeu que parfois ça arrive à évoluer. Mais sur le portail final, je suis d'accord avec vous, c'est dans des zones de niche. Non, mais je pense qu'on est assez d'accord sur une chose. Pour moi, le problème n'est pas d'acquérir des compétences supplémentaires. Le problème est de reformater un peu la perspective dans laquelle on se place, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire, moi, par exemple, je ne fais pas partie des gens qui sont convaincus
qu'il faut absolument rajouter des couches de connaissances des écosystèmes aux formations d'ingénieurs. Il faut par contre que les formations d'ingénieurs soient plus poreuses. C'est une question de porosité, etc. Ça, j'y crois assez. Ensuite, comment définit-on un projet? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'il faut sortir aussi d'un certain fétichisme des ouvrages. Bon, alors, effectivement, de les voir plus comme producteurs d'effets, et c'est ce qu'un élu local veut en général. S'il construit une médiathèque, s'il va commander une bibliothèque à Raymond Goulas, c'est pour obtenir un certain effet. En fait, il se fout de Raymond Goulas, en général. C'est d'ailleurs la carte qu'a réussi à jouer la star architecture, d'une certaine façon. Non, là-dessus, je suis assez d'accord. Et puis, je suis bien entendu, évidemment, convaincu des qualités de concertation de ces textes. Il y a encore une dernière question, mademoiselle des zones grises. Vous me donnez l'idée avec la lutte contre le capitalisme. Parce que effectivement, d'accord, est toujours venu. En gros, je réfléchissais au capital où il y a le cycle de changement, où en fait, c'est la misère qui véhicule le cycle de changement entre les classes qui sont pas, qui est vraiment en haut, enfin, c'est le perpétuel changement entre ce qui va dominer. Et je me demandais si, en fait, étant donné qu'on est en train d'épuiser les ressources, parce que finalement, les ressources, c'est pas la source d'avoir des solutions, enfin, de ne pas être dans la misère. Si on a épuisé toutes les ressources, est-ce que les cycles vont changer? Est-ce que les classes vont évoluer? Comment est-ce que les cycles doivent devenir? Mais j'ai plus horrible pour vous, tenez, je vais vous dire. J'ai beaucoup plus horrible parce que si on part vraiment d'un scénario catastrophe dans lequel, très grosso modo, quand même, des zones entières du globe vont devenir invivables, par exemple l'Inde du Nord, etc., ou dans lesquels vous avez des États nucléaires, le risque de conflit nucléaire lié au réchauffement climatique n'est pas nul. Donc, je dirais, on a une possibilité non nulle, si vous voulez, d'une espèce d'Armageddon nucléaire lié au changement climatique. Après, de même, vous avez des gens qui ont attribué une partie des causes de la guerre civile syrienne à la crise agricole liée elle-même, je dirais, aux prémices du changement climatique. Donc, si vous voulez, les changements horribles sont, etc. Vous pouvez ensuite vous interroger. Bon, déjà, c'est pas guère. Ensuite, vous pouvez vous interroger. Bon, alors, les trucs qui incitent à l'optimisme, c'est quand même, malgré tout, la transition démographique. Mais c'est clair qu'elle a beau s'annoncer peut-être un petit peu plus forte que prévu, etc. On est encore trop nombreux, d'une certaine façon, par rapport aux ressources de la planète. En tout cas, certains d'entre nous en mangent trop par rapport aux autres. Donc, mais je dirais les scénarios catastrophes, soyons honnêtes, les scénarios d'apocalypse vont faire son fort. Il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, enfin, ça m'a fait rire un peu de monde. Il y a des gens qui ont fait un scénario sur l'île de France en 2050. Évidemment, des économistes, enfin, etc. Alors, ce que je trouvais assez génial, c'est que l'île de France a à peu près 10 millions d'habitants. Ils disent en 2050, il n'y aura plus que 6 millions. Alors, je me disais déjà, où sont passés les 6 autres millions? Parce que je vois mal les Auvergnats accueillir avec bonheur 2 millions de Parisiens, les Alsaciens 2 millions, etc. Donc, peut-être qu'il a fallu tous les tuer. Bon, et ensuite, le même truc vous dit, ah bah oui, en 2050, 3 personnes sur 4 en Ile-de-France travaillent dans l'agriculture. Il faut oublier quand même que travailler dans l'agriculture, happy, tout vit dans l'agriculture urbaine, mais c'est pas toujours si gros que ça. Donc vous avez une espèce de scénario, il y a une espèce de côté Pol Pot, qui est assez effarant. Donc, je dirais, de tous côtés que vous vous tourniez, vous avez des scénarios apocalyptico-bizarre, parce que c'est vrai que l'avenir est pour l'instant très difficile à penser, c'est clair. Bon, on a peut-être des solutions, mais d'ici à ce qu'on y arrive. Donc, on a encore plein d'autres.
Là où je reste quand même optimiste, c'est que je me dis, l'optimisme n'est pas un état d'esprit, c'est un pouvoir, donc c'est même pas la peine de se poser la question, il faut être optimiste, et on est là pour ça. Et deux, je crois quand même beaucoup, j'attribue quand même beaucoup aussi des problèmes actuels aussi à des, alors c'est peut-être parce que je dans la formation, mais les problèmes de formation. C'est-à-dire quand vous pensez quand même que des histoires absolument aberrantes qu'arrivent à croire les conspirationnistes, vous dites que l'école n'a pas fait son boulot. Les institutions n'ont pas fait leur boulot. Donc, peut-être qu'il y a un travail à faire sur ces trucs-là. Et franchement, on est loin. Voilà, donc je reste optimiste, mesuré, mais en croyant quand même qu'il y a un devoir pour essayer de former des gens un peu mieux, parce que visiblement, on n'est pas arrivé quand on voit ce qu'on voit les gens. Et je vois qu'ils ne sont pas forcément idiots, mais le fait qu'on fasse sortir du système scolaire des gens qui pensent à des choses, et quand même, sans parler même des platistes. Mais bon, hein? Oui, platistes, je ne sais plus, en France, je crois qu'ils sont près de 10%, je ne sais pas, enfin, c'est assez hallucinant. Oui, quand vous dites que vous avez 10% de platistes dans la population française, ça commence un peu à être angoissant. Alors, voilà. D'ailleurs, je crois d'ailleurs qu'il y a pas de solution. Par exemple, pas un optimisme vert, c'est un optimisme développé. Je pense qu'on peut citer, hein, on ne peut pas présenter l'avenir du parce que en fait, si on veut enseigner, pratiquer les enseignants, si nous avons pu, on peut faire ça. Et ça, c'est vrai pour tout le monde à tous les étages, dans l'entreprise, dans l'enseignement, dans la société. Et par ailleurs, je voulais juste remarquer que l'Eurocode expérimental sur la transformation rédigé qui n'est pas encore publié, c'est le premier texte que j'ai lu, il y a plus de textes que j'ai lu. C'est un texte, une réflexion ouverte, holistique, sur la question de la transformation, qui se restreint uniquement à une méthode de vérification. Donc, ça montre bien qu'il y a une remise en question formidable des modes de pensée. Oui, et off the record, mais comme j'ai quand même lu les documents qui m'ont été... Moi, je trouve que ça incite aussi à l'optimisme, quand même. Là aussi, un optimisme mesuré, parce que ces textes, vous avez besoin de payer des salaires à la fin de l'année, donc à la fin du mois. Mais bon, total, bon, vous avez quand même besoin de faire beaucoup d'argent pour payer 4000 personnes. Donc, vous ne pouvez pas uniquement faire dans l'élégance environnementale. Mais je trouve que globalement, quand même, qu'il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles on voit quand même, je dirais, une responsabilisation croissante par rapport aux enjeux environnementaux. Alors, ça n'a pas encore percolé, je dirais, partout, etc. Mais je pense quand même qu'il y a un mouvement d'attitude qui est en train de se lever. Donc voilà. Malgré tout, je crois aussi que bon, on a quand même des jeunes générations. Moi, ce que j'essaie des fois de dire, c'est attention je dirais, à ne pas devenir des espèces de radicaux s'enfermant dans des solutions impossibles. Mais il y a quand même beaucoup les jeunes générations sensibles à l'urgence du problème. Et ça aussi, ça incite à l'optimisme, parce qu'on se dit, à partir d'un certain moment, ces jeunes générations vont devenir des gens qui ont du pouvoir. Et sont plus sensibles, je dirais, que d'autres à ce qui s'est passé. Bon, donc voilà, donc il n'y a pas que des motifs de désespérer. Même si on se demande quand même des fois, jusqu'où aller, que les gens se réveillent. Quand on est à Valence, il y a gars qui nous explique que non, c'est uniquement un problème de la rage mal conçue, etc. On dit, wow, il y a encore du boulot. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour rester dans l'optimisme. Super. Vous êtes pas. Nous en avons. On va vous rejoindre à côté. Et plus. Et encore merci. Vous voyez, c'était très différent. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Oui.
Elle est là. Je suis toujours en